Bonjour à tous, merci de rester fidèles au programme de BB24, le 12h45, les titres. Le Bénin joue ce soir son deuxième match contre la Guinée-Bissau dans le cadre de la CAN Égypte 2019. Tous les regards sont tournés vers ce match. Quelques Béninois expriment déjà leur attente. Et beaucoup de Béninois, justement, s'adonnent au sport d'entretien, mais n'adoptent pas toujours de bons comportements alimentaires. Certains prennent de l'alcool juste après les exercices pour, soi-disant, s'hydrater. Constat à suivre. À Cotonou, les bas-fonds, considérés comme des exutoires d'eau naturelle, sont souvent pris d'assaut par les populations malgré l'existence d'une réglementation. En cette période de pluie, le phénomène cause beaucoup de dégâts. Je le disais à l'entame de cette édition, en Égypte, le Bénin joue ce soir son deuxième match contre la Guinée-Bissau dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les regards sont tournés vers ce match. Les Béninois espèrent ce soir une victoire de l'équipe nationale face à la Guinée-Bissau. Quelques-uns nous donnent ici leur impression au micro de Edwige Agossou et de Rebecca Adjinakou. Ceux qui ont joué contre le Ghana, s'ils continuent comme ça, il peut battre le Guinée-Bissau. Ça, c'est facile. Lorsqu'on met un enfant au monde, il ne va jamais toujours rester tel qu'on l'a mis au monde. Il va toujours grandir. J'ai l'espoir que Bénin va battre le Guinée, va avoir les 3 points garantis. Mais il ne faut pas qu'ils vont dormir pour attendre qu'ils vont avoir les 3 points. Ils n'ont qu'à être en éveil. Ce que je vais leur demander est que l'entraîneur puisse soigner un peu la défense. La défense est un peu perméable. Au deuxième match, il peut tenter d'enlier Saturnin à la baie. Là, ce serait bon, parce que les balles terrestres, Saturnin Alabé arrive à s'en sortir. Notre capitaine, notre meilleur joueur, c'est ce qu'on va jouer contre Guinée. Nous les soutenions de faire plus d'efforts pour que le samedi prochain, face au Guinée, on peut faire mieux par rapport à cela. Samedi prochain, avec l'équipe de la Guinée, il faut qu'on rapporte les 3 points. C'est notre souhait. Le peuple béninois, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est derrière eux. Je sais que ce match-là, tout le peuple béninois est derrière vous. Et nous savons que vous allez gagner ce match. Parce que nous sommes sur la terre de Béanzin. Nous sommes sur la terre de Rugbadia. Nous allons gagner ce match par un score de 3-1 en faveur des écureuils. Coupe de l'Égypte en 2019, ça va rentrer dans l'histoire. Le Bénin va la porter. Et j'ai l'espoir. On croise les doigts et on souhaite bonne chance à nos ambassadeurs. Et si l'équipe nationale est fin prête pour son deuxième match en Égypte, ici à Cotonou, de nombreux sportifs adoptent de mauvais comportements, notamment les sportifs du dimanche. Après les séances de sport d'entretien, certaines personnes prennent de l'alcool, un moyen pour eux de lutter contre la fatigue des exercices intenses, de s'hydrater et de reprendre de l'énergie. Sport d'entretien et alcool, font-ils bon ménage? Suivons ce reportage. La pratique régulière d'activité physique permet de se maintenir en bonne santé. Les spécialistes la recommandent au moins 2 fois par semaine. Seulement, après le sport, les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool, une habitude déconseillée. 1 gramme d'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. Et lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous donnez encore, vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Et lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà excités, d'accord, et on vient encore les exciter à nouveau avec l'alcool. Ça fait une surexcitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas. Mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de Lipton,
voilà, du citron. Et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille, j'évite de manger au plus tard 12h30. Le reste, c'est des fruits ou de l'eau et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leur vieille habitude pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien, ils font 15 à 45 minutes, 3 fois par semaine. C'est limité. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son foie. C'est tout l'alcool qu'on prend rentre dans le foie. À la longue, il va souffrir de cirrhose, des maladies métaboliques comme le diabète, des maladies liées aux graisses et plus tard, les maladies du cœur. L'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation. Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport. On reste dans le domaine de la santé pour parler du cancer. Cette maladie souvent provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et qui prolifèrent de façon excessive. Généralement, il se manifeste par des douleurs et des fatigues accrues. Toutefois, sa prévention avec une alimentation saine et plus précisément avec la consommation des fruits est bien plus possible. Plus de détails avec le diététicien Patrick Zimvoedo au micro de César Achadé et de Iliad Bokovo. Pour prévenir le cancer, il faut d'abord partir des aliments riches en fibres. Il faut contrôler ton alimentation, éviter de manger en ville. Parce que tout ce que nous consommons en ville, c'est à base des additifs très dangereux pour notre organisme, pour notre mode de vie. Deuxième chose, il faut avoir un petit déjeuner sain. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit déjeuner riche en fibres, en commençant par la mangue, qui est un fruit riche en polyphénol, c'est-à-dire c'est une substance qui prévient le cancer. Et quel type de mangue? Ce n'est pas une mangue greffée, c'est une mangue naturelle, purement naturelle. Et vous consommez la mangue avec sa peau. La papaye, la pastèque, les carottes. Aussi, il faut éviter totalement le lait pour pouvoir être en pleine forme et ne pas venir à ce stade de cancer. Après les fruits, je vais dans les grains entiers. Les grains entiers, c'est quoi? Le sorgho rouge, le fonio. Je fais ça bouillir et je prends avec 2 dattes. Et n'oublions pas les noix. Quand on dit les noix, il y a noix d'amande, il y a la graine de courge, il y a la noix de Brésil. Et quand on parle de noix de Brésil, c'est aroé. C'est quelque chose qu'on doit prendre le matin. C'est amer, ça active le corps et ça lutte contre toute maladie. Vous le savez, la pression démographique a entraîné un besoin accru en logement. Et pour être à l'abri, les populations n'hésitent donc pas à prendre d'assaut les zones inondables comme les bas-fonds. Le phénomène est récurrent dans la ville de Cotonou et pourtant le nouveau code foncier prévoit des sanctions. C'est un reportage de Lazare Migan présenté ici par Amandine Agnabossou. Voilà le visage que présentent certains quartiers de la ville de Cotonou. Un tour à Kokbato, Filleyon, Vossa et Agla, le spectacle est désolant. Les populations ont pris d'assaut les bas-fonds considérés comme des exutoires naturels de l'eau. On vit ici parce que c'est ici que les parents ont acheté. On ne peut rien faire, il n'y a pas les moyens pour vivre en ville. Louer en ville maintenant, il y a les problèmes de salaire. Si tu n'as pas, il y a aussi le chômage qui fait que les gens vivent ici. Ouais. Quand il pleut, l'eau inonde tout le quartier. Tout ça fait partie de la pollution. Les installations anarchiques, ça a pris d'abord du cran parce que d'abord il y a eu cet afflux des gens vers un développement qui n'est pas très équilibré. Tout le monde vient vivre, on n'a pas prévu là où les gens vont vivre. On a laissé les environnements les plus sensibles être occupés par les hommes. Ces installations anarchiques dans les bas-fonds constituent la première source d'inondation dans la capitale économique du Bénin. Mais les responsabilités sont partagées. On n'est pas à accuser seulement la population. Parce qu'il y a des endroits marécageux recasés. Recasés, vous savez,
l'administration qui est chargée du recasement, la municipalité. Si c'est recasé par exemple par la municipalité, c'est officialisé. Tu es reconnu officiellement habitant ou propriétaire de tel lieu. Dans le nouveau code foncier, des dispositions sont prévues pour réglementer un tant soit peu l'envahissement de ces zones humides. Depuis que le nouveau code foncier a été promulgué, il a défini les milieux, le bas-fond, comme étant le domaine public naturel. La mairie devrait pouvoir leur opposer le fait qu'ils n'avaient pas droit de s'installer là. Et ce que la mairie peut leur opposer, c'est les textes de loi. Au-delà des textes de loi, tout autre document graphique qui peut leur permettre de lui démontrer, à celui qui s'est installé qu'il n'avait pas le droit de s'installer là. Les lotissements avaient eu lieu pour la plupart avant l'avènement de la mairie. Aujourd'hui, avec le nouveau code foncier, nous essayons de façon arbitraire, et je dis bien arbitraire, parce que nous refusons à certains présidents de délivrer la délivrance de certains actes sur le parcelle, parce qu'on estime que le milieu est humide. La protection des bas-fonds passe par leur aménagement et leur valorisation. Il n'est pas du tout normal de s'installer dans les bas-fonds, mais à partir du moment où le fait est là et qu'on a encore des bas-fonds qui font preuve d'originalité, il ne faudrait pas attendre que les gens s'installent. Et nous avons compris dès le début que les marécages sont comme un mauvais dispositif dans le paysage pour les humains. Parce qu'on n'arrive pas, c'est difficile de s'installer, pendant la période de crue, ça inonde. Donc nous, on est en train d'utiliser une technique simple, c'est-à-dire on a commencé un petit aménagement au cœur de l'eau pour montrer aux hommes qu'en réalité, le système de bas-fond qui est là, il ne faut pas l'étouffer pour pouvoir s'installer. Il faut plutôt l'aménager et le maintenir comme étant une ressource naturelle que la nature a mis en place pour régler un certain nombre de problèmes. L'installation dans les domaines naturels est une infraction et un véritable problème pour l'environnement. Chacun doit jouer sa partition pour une prise de conscience des populations. En Nouvelle-Brève à présent, le Cameroun a intégré la zone de libre-échange continentale après la ratification hier vendredi par les autorités de cet instrument juridique international. Cette intégration intervient après que l'Assemblée nationale se soit prononcée en faveur du projet Marché commun continental dont l'objectif est de renforcer la coopération intra-africaine à travers la conquête de nouveaux marchés, l'optimisation des recettes douanières ainsi que la diversification des sources d'approvisionnement. La zone de libre-échange continentale vise en effet à créer un marché unique pour les marchandises et les services et à faciliter la circulation des personnes et des biens. L'objectif à terme étant d'approfondir l'intégration économique du continent africain. En Égypte, à présent, et autour de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a les curiosités touristiques. L'Égypte, pays chargé d'histoire, n'a pas que les pharaons comme richesse culturelle. Au contraire, la Sainte Famille de Nazareth, fuyant les persécutions du roi Hérode et protégeant jalousement le Christ Jésus, a laissé des traces et des vestiges qui traversent les âges. Découvertes. L'arbre de Mataria, le plus célèbre des arbres égyptiens. Joseph, Marie et Jésus se sont réfugiés ici, après que le roi Hérode a découvert la grotte qui leur avait servi de refuge pendant 3 mois. La voici à quelques kilomètres du pied de l'arbre. Au pied de l'arbre, justement, voici une copie de la baignoire dans laquelle Marie lavait le Christ pendant leur séjour ici. L'original est précieusement conservé à l'intérieur de ce musée. Cette pierre taillée est creusée à plus de 2000 ans d'histoire. Les murs du musée racontent aussi que l'histoire de la fuite en Égypte a duré 3 ans et 10 mois, au cours desquels ils sont passés par 29 endroits répartis en 5 étapes. Aujourd'hui, l'arbre de Marie à Mataria cache une forêt de mystères sur les miracles. Autre histoire sur les tableaux, un commiphora avait poussé devant l'arbre pour devenir l'un des premiers miracles du Christ après que Marie a versé l'eau avec laquelle elle avait lavé ses vêtements par terre. Les patriarches du quartier Vieux-Caire disent qu'on extrait de cette plante un baume, utilisé dans des parfums et certains anciens rites religieux chrétiens. L'arbre de Marie porte encore des fruits. Ceci est le fruit de l'arbre qui a abrité la Vierge Marie et son fils Jésus quand il fuyait Hérode. Cet arbre est le fruit de 4 générations de greffes.
dont la troisième qui date de 1672. La dernière est la plus récente après la destruction présumée par des terroristes de l'arbre en décembre 2013. Visitez l'arbre de Marie si ça vous branche. Il est au Caire. À l'entrée du jardin, Mohamed Salah, hasard de l'histoire, a les mains jointes. Un signe de lieu pieux au pays des pharaons. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.